commencer tranquillement. Je me présente rapidement. Avant de commencer, je vais vous inviter à couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Ensuite, n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, à les écrire dans le chat. On y répondra plutôt en dernière partie. Je me présente, je suis Hélène Vallée-Rivière, je suis compte manager au sein de l'association Ma Petite Planète et j'accompagne différentes organisations à mettre en place le challenge Ma Petite Planète et j'organise aussi régulièrement des webinaires avec la responsable des partenariats qui m'accompagne, qui est dans les coulisses avec moi, Maria Fernanda Forero. Et donc, bienvenue à ce webinaire dédié à l'enjeu de la gestion des déchets et de l'eau par les organisations et son impact direct sur l'océan. Ce webinaire va se dérouler en 3 temps. On va voir d'abord les enjeux de la gestion de l'eau dans les organisations, puis les enjeux de la gestion des déchets et le lien avec l'océan, et enfin les solutions concrètes en dernière partie. Vous inquiétez pas, on va vous envoyer les slides et des ressources pour information à la fin du webinaire. Donc, afin d'introduire le webinaire, je vais aussi demander aux 2 intervenants de se présenter. On a avec nous Florian Fabaché de chez Suez et Alexandre Yachine de la Fondation de la Mer. Florian, peut-être si tu veux commencer. Oui, très bien, merci Hélène. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Florian Fabaché. Je travaille à la direction du développement durable chez Suez et notamment je m'occupe du sujet passionnant et très important de la ressource en eau sur les territoires. Et donc l'objectif c'est de pouvoir proposer à nos clients et au territoire des solutions pour une gestion plus durable de cette ressource en eau. Mais je pense qu'on aura largement le temps d'évoquer cette problématique. Et donc, je suis très content d'être parmi vous et je vous remercie de l'invitation. Alexandre ? Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Yachine, je suis le directeur général de la Fondation de la Mer, qui est une fondation consacrée à la protection de l'océan qui est une approche globale de tous les enjeux liés à l'océan. Et comme nous avons tous un lien avec l'océan, comme nous avons tous une capacité à agir pour sa protection, comme nous avons tous besoin d'un océan en bonne santé à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle de chacun d'entre nous, la Fondation de la Mer, elle propose de faire de chacun un acteur de la protection de l'océan, avec des outils très concrets qui permettent à chacun, quel que soit son niveau d'information, quel que soit son degré d'implication, de pouvoir agir très concrètement. Et je suis très heureux, dans le cadre de ce webinaire, de pouvoir évoquer avec vous le sujet évidemment crucial de la pollution par les plastiques et la manière dont chacun d'entre nous, entreprises, citoyens, nous pouvons agir au quotidien et réellement agir pour avoir de l'impact. Merci à tous les 2 pour vos présentations et on va voir en effet au cours du webinaire en quoi vos 2 structures peuvent aider sur ces sujets-là. Je voulais commencer par introduire le sujet en expliquant en quoi le webinaire s'inscrit dans l'actualité. Cette année, elle a été proclamée Année de la mer et la France met à l'honneur au cœur de met l'océan au cœur de ses priorités et il va inviter donc citoyens, associations, institutions et entreprises à agir pour mieux comprendre et protéger cet écosystème. On a aussi la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui va se tenir à Nice du 9 au 13 juin 2025 et co-organisée par la France et le Costa Rica. Cet événement va réunir les États membres des Nations Unies, la société civile et le secteur privé pour répondre aux défis majeurs auxquels l'océan est confronté. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on aborde aujourd'hui la thématique de la gestion des déchets et de l'eau au sein des organisations pour protéger l'océan, tout en assurant la pérennité de vos organisations. Est-ce que, Alexandre, tu peux nous expliquer pourquoi ce sujet est important, à quoi sert l'océan ? Oui, très volontiers. En fait, je voudrais vous dire simplement que l'océan, c'est pas simplement une cause comme une autre. L'océan, c'est une cause majeure qui est à l'interaction de tous les grands enjeux qui forment notre avenir, que ce soit des enjeux planétaires, des enjeux de des enjeux de développement durable, des enjeux économiques aussi. D'abord parce que c'est la majeure partie de la surface de notre planète. La planète, elle est d'abord composée de cet océan mondial
qui est 97,5% des ressources en eau de la planète, qui sont des ressources de l'eau salée, mais qui forment un tout et un grand équilibre planétaire, cet océan mondial. Il génère, et on le sait de plus en plus maintenant, la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il y a 30% des émissions de CO2 qui sont captées par l'océan. C'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'il joue ce rôle de captation des émissions, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ces émissions qui sont liées aux activités de l'homme à terre, eh bien, captées par l'océan, elles contribuent à l'acidification de l'océan qui a des répercussions sur l'équilibre global de l'océan, de sa chimie, mais aussi du coup de l'ensemble de la planète. Et l'océan, il est à l'interaction de tous les grands équilibres planétaires, notamment bien sûr, des équilibres climatiques. Il permet aussi de nourrir plus de 3 milliards de personnes qui ont comme première source de protéines des aliments qui sont issus de l'océan. C'est l'avenir de notre médecine, c'est un enjeu économique mondial puisqu'il y a 90% des marchandises qui transitent par voie de mer au niveau international. Et aujourd'hui, cet océan mondial qui est essentiel pour notre avenir, pour l'équilibre de la planète, qui est aussi l'origine de la vie, son équilibre, il est menacé. Sa durabilité, la durabilité de ses ressources, de ses services aux bienfaits de la planète et de l'humanité sont menacés à cause des activités de l'homme à terre. Et nous voyons aujourd'hui des dérèglements qui sont des dérèglements graves, majeurs, qui s'accélèrent, contre lesquels nous pouvons encore agir, mais qui ont des répercussions dès aujourd'hui majeures et qui demain peuvent susciter un bouleversement même à une échelle que nous ne soupçonnons pas complètement. Je ne sais pas si on réalise que les scientifiques estiment qu'à 95%, les grands courants océaniques vont subir des changements majeurs au XXIe siècle, peut-être un effondrement, on parle d'un effondrement du Gulf Stream, or c'est la climatisation de la planète, et pour que, à travers ces grands courants océaniques, une goutte d'eau fasse le tour de la planète, il faut 1000 ans. Vous l'imaginez, la stabilité de cette machine mondiale que nous sommes en train de dérégler et les conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Et bien sûr, la pollution par les plastiques est une menace, et une menace absolument majeure sur l'océan. Chaque année, il y a 8 à 12 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan. Et c'est une menace pour l'équilibre global de toute la ressource qui se trouve dans l'océan, mais aussi une menace pour notre santé, notre avenir. Tous ces micro-nanoplastiques, ce sont des nids à bactéries, des nids à virus qui forment cette plastisphère au niveau mondial. Et donc, on voit un océan qui est la source de la vie, qui est pour nous l'enjeu majeur de l'équilibre et de la durabilité, de la désirabilité de notre vie, et qui aujourd'hui est menacé à cause de nos activités à terre. Est-ce qu'il est trop tard pour agir? La bonne nouvelle, c'est non. On peut encore agir, et quand on agit, on est surpris de voir à quel point l'océan peut être résilient et à quel point notre action peut avoir un impact très concret sur l'océan, sur sa protection. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'on puisse ensemble évoquer la manière dont cette pollution par les plastiques peut avoir vraiment un impact à la fois néfaste sur l'océan, mais comment on peut agir chacun à notre échelle et de manière très concrète. Merci Alexandre. Je voulais juste rapidement introduire, pour comprendre en fait l'ampleur de cette crise, introduire la notion des limites planétaires. Donc, c'est les seuils critiques à ne pas dépasser pour préserver l'équilibre de notre planète. Et parmi les 9 limites définies, il y en a plusieurs qui sont directement liées à l'océan: le changement climatique, l'acidification des océans, le cycle des nutriments et l'intégrité de la biosphère. On l'a vu, l'océan joue un rôle clé dans la régulation du climat en absorbant le CO2, mais cette absorption, donc, elle entraîne une acidification, comme tu l'as dit, qui menace les écosystèmes marins, en particulier les récifs coralliens et les coquillages. Et donc, on a les polluants chimiques aussi et les rejets de nutriments issus des terres agricoles qui peuvent
provoquer des zones mortes où la vie marine ne peut plus se développer. La destruction des habitats marins, la surpêche et la pollution plastique affectent aussi la biodiversité, ce qui remet en cause l'équilibre des écosystèmes marins et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Donc, en effet, en dépassant ces limites, on risque de provoquer des changements irréversibles dans l'océan. C'est pourquoi donc une gestion durable des déchets et de l'eau est essentielle pour protéger cet écosystème. Et ce que je voulais ajouter, c'est d'expliquer pourquoi les entreprises et les collectivités sont concernées. Toutes les organisations, qu'il s'agisse d'entreprises et de collectivités, ont un rôle à jouer. Chaque choix en matière de gestion des déchets et de l'eau impacte directement la santé de l'océan et ça concerne vraiment tous les secteurs. Et en intégrant donc une gestion responsable de l'eau et des déchets, vous pouvez en tant qu'organisation, non seulement donc protéger l'océan, mais aussi assurer la pérennité de vos activités en respectant aussi un nouveau cadre légal. J'y reviens juste après. Et plus vous allez anticiper, plus vous serez en capacité de réduire les risques, d'innover, de créer aussi un avantage concurrentiel, d'être en avance par rapport à votre secteur avant que les réglementations soient trop contraignantes aussi. Et plus vous y prendrez tôt, plus vous aurez des solutions durables et profitables aussi. Et donc, on a un cadre international qui pousse à l'action. Donc, sur le plan réglementaire, les organisations, elles sont de plus en plus incitées à agir. On a l'objectif de développement durable 14 de l'ONU qui vise à préserver et exploiter durablement les océans et leurs ressources, les accords de Paris qui mettent l'accent sur la réduction des émissions et la protection des écosystèmes marins, et de nombreuses législations comme la directive européenne sur les plastiques à usage unique qui impose déjà des changements concrets aux entreprises. On va pouvoir commencer donc avec un focus sur la gestion de l'eau et je vais proposer donc à Florian de nous présenter les enjeux de la gestion de l'eau pour les entreprises et les collectivités. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la gestion de l'eau est un enjeu majeur pour les organisations et quel lien il y a entre la gestion de l'eau et des océans de l'océan pour commencer? Oui, et merci Hélène. Donc oui, alors l'eau, comme l'a dit Alexandre, c'est la source de toute vie, c'est la source aussi de toute activité économique. Alors pas la source, mais en tout cas, nombre d'activités sont dépendantes de l'eau. Et comme ça a été dit, l'eau, elle est essentiellement sur Terre, présente au niveau de l'océan. C'est 97,5% des volumes d'eau qui sont situés dans les océans. Et cet océan va constituer la source du cycle de l'eau. En fait, c'est la base de ce cycle de l'eau dont tout le monde connaît dans les grandes lignes le fonctionnement. On l'a tous un peu appris en école maternelle ou au primaire. Mais un cycle de l'eau qui finalement est plus subtil et un peu plus sensible, comme on va le voir, que les grandes lignes que l'on peut expliquer. Donc, en quelques mots, pour refaire le cycle, donc la source, c'est l'océan. Sous l'effet du soleil, l'eau s'évapore. Elle est transportée par les nuages au-dessus des continents. Et c'est là que va se constituer la presque unique source d'eau sur nos territoires pour répondre à l'ensemble des activités, à l'ensemble de la vie sur Terre, à l'ensemble des plantes et des animaux. Donc la seule ressource finalement, c'est cette pluie. Et cette pluie, qu'est-ce qu'elle va faire, ou cette neige d'ailleurs, quand on est en hiver ou sur les montagnes, elle va tomber sur des surfaces qui sont différentes, sous des formes différentes. En hiver, ou sur les glaciers, l'eau va être retenue un peu plus longtemps sur les montagnes. Et en fonction de là où elle tombe, elle va faire deux choses. Soit elle va directement ruisseler sur les sols, retrouver la première rivière, puis le fleuve, puis la mer. Et donc le cycle de l'eau va être considérablement court. Soit elle va avoir l'occasion, cette goutte d'eau, de s'infiltrer dans les sols plus profondément et d'y rester logée un peu plus longtemps. Alors plus longtemps, ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques années, voire quelques siècles, milliers d'années pour les nappes d'eau ou les aquifères, comme on les appelle, qui sont captifs ou fossiles. Et donc ça, c'est le cycle de l'eau. Et nous, êtres humains, de par notre vie, de par nos activités, on va avoir tendance à modifier un peu ce cycle de l'eau parce qu'on va aller déloger l'eau là où elle était tranquillement logée dans l'eau souterraine. Et à 60% en France, l'eau est prélevée dans les eaux souterraines. Le reste, c'est de l'eau de surface. Mais on va venir déloger cette eau dans l'eau souterraine pour en faire notre propre usage et pour notamment soit arroser nos cultures, soit l'utiliser pour des usages
de refroidissement, par exemple, de centrales énergétiques, soit l'utiliser pour le petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est la façon dont on peut alimenter les personnes en traitant l'eau, puis après rejeter l'eau dans les cours d'eau. Et l'impact de ce petit cycle ce prélèvement d'eau, c'est qu'on va accélérer ce cycle de l'eau. Donc finalement, en accélérant, on va réduire la disponibilité de l'eau sur un territoire. Ce qui est une chose assez importante à retenir, dans la mesure où de cette disponibilité de l'eau sur un territoire va découler des usages possibles. Dans les territoires où il n'y a plus d'eau, ça limite fortement les usages. Et autre notion importante, c'est la petite carte que je vous mettais à droite de la diapo. Ces équilibres, ils sont valables d'un point de vue local à l'échelle de bassins versants. En fait, c'est sur ces bassins versants qui vont collecter l'ensemble des précipitations qui vont tomber que doivent se faire ces équilibres qui permettent à l'ensemble des activités de se produire. Et donc, le problème, c'est qu'au-delà de ces impacts humains, on a un gros impact qui est d'ailleurs aussi humain, qui sont les effets du changement climatique. Donc, premier impact du changement climatique, la hausse des températures, horizon plus 1,5, plus 2, plus 4, 20 siècles, voire plus, si les trajectoires ne sont pas adaptées. Et le premier effet de cette hausse de température, c'est une augmentation de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est à la fois ce qui s'évapore des plans d'eau, mais ce qui est aussi transpiré par les plantes pour leur croissance et pour leur vie, tout simplement. Et le fait qu'on évapotranspire d'ici la fin du siècle plus 25% d'eau fait que mécaniquement, mathématiquement, il y aura moins d'eau sur les territoires pour assurer les activités. Et autre impact du changement climatique, c'est un bouleversement assez important de la répartition des précipitations, à la fois dans le temps et dans l'espace, liées justement à ces bouleversements climatiques. Et ça a été mis en exergue par une étude qui s'appelle Explore 2, qui a été commanditée par l'OIO et l'INRAE, et dont les conclusions ont été communiquées à l'été dernier, et qui en gros montrent quoi ? Montrent que dans le nord de la France, on va avoir des recharges plus importantes et des précipitations très importantes en hiver, dans la période hivernale, donc avec tous les risques que ça peut présenter en termes d'inondation, de débordement de nappes, etc. Et dans toute une grande partie sud, on va être confronté à un déficit chronique de recharge annuelle qui va notoirement compliquer l'ensemble des usages qu'on peut en faire. On pourrait y revenir si vous le voulez dans un deuxième temps. Pour revenir à l'océan, lorsqu'on est sur des territoires où il n'y a plus d'eau, on peut être tenté d'aller chercher l'eau de mer comme un dernier recours pour alimenter, quelle que soit l'activité, les usages d'eau potable, ou des usages d'agricole, ou des usages industriels ou touristiques, etc. Et c'est ce qui se passe, qui s'est passé, qui commence à se passer il y a 20-30 ans. Et dans certaines zones, on a commencé à solliciter de manière très importante l'eau de mer via le dessalement pour remplacer des ressources qui s'étaient épuisées. Je pense par exemple en Espagne où toute la zone d'Almeria est maintenant massivement alimentée par de l'eau dessalée. Alors, l'eau dessalée, c'est effectivement une solution de dernier recours parce que c'est une ressource qui est importante et inépuisable. Néanmoins, elle pose deux soucis majeurs qui sont, l'empreinte carbone liée à ce dessalement, parce que c'est une technique qui est très énergivore. Et donc, lorsque, par exemple, vous avez une installation moyennement qui fonctionne avec du pétrole, on a ce qu'on appelle typiquement ce qu'on peut appeler une maladaptation, parce que la solution va continuer à engendrer les causes qui sont à l'origine du déficit d'eau. Et l'autre aspect important, c'est l'impact des saumures. Donc, on va concentrer les sels et on va les rejeter en mer. Et cet impact environnemental peut avoir un effet important notamment sur toute la biocénose, la vie aquatique à bord le long des côtes. Donc, c'est une solution de dernier recours qui a été utilisée depuis longtemps, mais qui pose un certain nombre de sujets. Et on va le voir dans la partie solution, il y a des choses qui évoluent à ce sujet. Et donc, ça, c'était la partie quantitative. Il y a l'impact humain se produit aussi sur des aspects plus qualitatifs. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on utilise de l'eau, où que ce soit sur le territoire, sur les continents, tout part à la mer. L'océan est l'exutoire de tout rejet.
Et c'est d'ailleurs c'est dans ce cadre-là que certaines collectivités ont mené des campagnes de communication, comme la photo que vous voyez à gauche qui vient de Dijon, pour préciser que ici commence la mer, donc tout geste de rejet de quoi que ce soit que vous jetez là, in fine, va se retrouver dans la mer, en lien avec la thématique déchets dont on va parler. Mais pour rester plus sur des aspects de pollution, avant de parler de déchets, et pour reprendre la notion de limite planétaire, il y a 2 limites planétaires qui sont notoirement impactées par les pollutions qu'on est amené à rejeter dans notre usage de l'eau. La première, c'est tout ce qui est entité nouvelle, donc pollution nouvelle. Et vous avez entendu parler des PFAS, les substances paires et polyfluoroalkylées, qui sont les fameux polluants internels qu'on crée dans notre activité et qui se retrouvent in fine en océan. Tout ce qui est micropolluants liés à des pesticides, il y a des substances médicamenteuses qui, elles aussi, se retrouvent à l'océan, ou les microplastiques dont Alexandre parlera ultérieurement. Et après, c'est aussi des polluants plus classiques, l'azote, le phosphore, qui sont inhérents à l'agriculture, à notre activité en tant qu'être humain, et qui, se retrouvant dans les zones côtières, peuvent créer une eutrophisation avec des problématiques liées, par exemple, à ce qu'on peut voir avec les algues vertes, typiquement en Bretagne, ou les sargasses dans les Antilles. Enfin, tout ça n'est que le reflet de ce qu'on rejette dans l'eau plus en amont sur les continents. Merci. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu quelles sont les réglementations à connaître en matière de gestion de l'eau aussi? Ouais, alors il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas refaire un cours magistral sur le droit de l'eau et de l'environnement, mais il me semblait intéressant de pointer une nouvelle réglementation qui est parue fin 2024, en décembre 2024, qui est une directive européenne, donc ce qu'on appelle la DERU, c'est la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, et en fait qui refont un peu l'ancien texte qui datait de 91 pour adapter notamment à toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer. Donc elle va être transposée en droit français d'ici 36 mois, c'est le délai légal. Et ce qui est intéressant de cibler 2-3 choses, c'est que elle va se focaliser notamment sur un certain nombre de polluants, et notamment ces fameux micropolluants qui jusqu'à présent n'étaient pas traités de manière systématique et obligatoire. Donc là, on arrive sur une obligation de traitement de ces micropolluants qui peuvent être des pesticides ou des substances médicamenteuses ou des métaux. Autre point, et là c'est dommage par contre, sur les microplastiques, cette directive impose de mesurer, de savoir ce qu'on rejette en termes de microplastiques, mais par contre n'impose pas de traitement ou d'abattement. Donc c'est une première étape, mais qui ne sera pas suffisante si on cherche à réduire ces flux vers les océans. De la même manière, l'azote et le phosphore, qui sont responsables d'eutrophisation des milieux, ceux-là vont être beaucoup plus drastiquement traités. Et en application de cette directive, on aura des eaux qui seront plus nettoyées, plus propres en termes de substances nutritives, comme celle-ci. Plus intéressante également, cette directive instaure une REP, une responsabilité élargie du producteur, qui va faire peser, c'est le principe du pollueur-payeur, qui va faire peser sur le producteur des micropolluants, par exemple les substances médicamenteuses ou des pesticides, va faire peser sur leurs épaules le coût de la dépollution. Et c'est un peu la même chose qui arrive sur la loi PFAS qui a été votée fin du mois dernier. Il y aura une notion de redevance qui obligera les producteurs de PFAS de payer une redevance visant à traiter la présence de ces substances dans l'eau. Donc, on a un corpus nouveau qui arrive, et c'est une bonne nouvelle, qui cadre un peu plus les choses. Après, il faut que ça se mette en œuvre sur l'ensemble du territoire. Donc, malheureusement, c'est des choses qui prennent du temps, qui nécessitent des fois des investissements importants, mais dont le but est d'aboutir à un bon état des cours d'eau et de l'océan. Merci beaucoup Florian. Donc on a parlé de l'eau et l'eau c'est donc pas le seul défi à relever. Il y a donc on en a parlé aussi la pollution plastique et la gestion des déchets qui sont au cœur de la préservation de l'océan. 80% des pollutions marines proviennent des activités terrestres. Donc chaque déchet mal géré, qu'il soit plastique, chimique ou organique, va avoir un impact direct sur les écosystèmes marins. Et pour répondre à différentes questions et nous donner
un petit peu plus une vue globale sur les enjeux de la gestion des déchets et de la protection de l'océan. Et je vais laisser Alexandre nous présenter un petit peu quels sont les enjeux, quel est l'état aujourd'hui des déchets et le lien avec l'océan. Merci Hélène. Je serai assez bref sur cette partie parce que je pense que c'est un sujet que vous connaissez déjà tous. Le constat il est simple. On produit beaucoup trop de plastique aujourd'hui à l'échelle de la planète. On en produit de plus en plus et d'ailleurs maintenant la production est quasiment exponentielle. Depuis 1960, la population mondiale a été multipliée par 2,5 et la production mondiale de plastique a été multipliée par 40. Et cette production, elle ne cesse de croître. On en produit beaucoup trop. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 500 millions de tonnes qui sont produites annuellement. Si rien n'est fait pour stopper cette production mondiale, on sera à 1,2 milliard de tonnes en 2060. La consommation, donc on produit trop, on consomme mal le plastique. Il y a 40% du plastique qui sert simplement à emballer d'autres produits, 81% des plastiques produits à l'échelle de la planète qui ont une durée de vie qui est inférieure à 1 an. On consomme de manière très inégale le plastique à l'échelle de la planète. La consommation moyenne par an et par habitant, c'est 60 kilos, mais en Europe, c'est 150. Aux États-Unis, c'est 250. Vous voyez, donc on a une consommation qui est très inégale. Et comme le disait très justement Florian, les plastiques, ils vont finir souvent au fond de la mer quand ils sont mal gérés. Tout plastique jeté dans la nature va terminer au fond des océans. Et 80% des déchets que l'on retrouve dans la mer, ils proviennent de la terre et des activités de l'homme à terre. Il y en a que 290 tonnes de déchets de plastique qui sont déversés, qui seraient déversés chaque minute en 2060 dans la nature si rien n'est fait. Aujourd'hui, c'est 18 tonnes de plastique à la minute, ce qui fait qu'il ne sert à rien de temps en temps, on entend des grands programmes emblématiques qui veulent nettoyer les océans. Je veux bien qu'on ait un très gros catamaran, je ne vois pas comment on pourrait nettoyer l'océan, ces 18 tonnes de plastique à la minute qui se déversent dans l'océan. Une fois qu'ils sont dans l'océan, eh bien, ils vont y rester. Et ils vont y rester non seulement parce que le volume, la quantité est énorme, mais surtout parce qu'ils vont très vite se désagréger et devenir des micros, puis des nanoparticules de plastique. Et à travers le cycle de l'eau, eh bien, ces petites particules invisibles qui vont toujours rester du plastique, parce que c'est la particularité du plastique, c'est que il aura beau se désagréger, il va toujours rester du plastique. On en reparlera tout à l'heure quand il s'agira d'évoquer les plastiques soi-disant biodégradables. Eh bien, ce plastique, il va voyager à travers le cycle de l'eau. Et aujourd'hui, on retrouve des nanoplastiques au sommet de nos montagnes. On en retrouve un peu partout sur les terres parce qu'il pleut du plastique. Et ces plastiques, bien sûr, ils vont avoir un effet qui va être dévastateur sur la biodiversité marine. Ça va étouffer la biodiversité marine, enchevêtrer les animaux, mais il va avoir aussi un effet dévastateur sur notre santé, à chacun d'entre nous. Et on le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, du plastique, nous, où que nous nous trouvions, on en mange, on en boit et on en respire. Ces microplastiques qui se fragmentent toujours davantage en micro puis en nanoplastiques. Et donc, pour pouvoir répondre à cet enjeu de cette plastisphère que nous avons bâtie. Aujourd'hui, il y a en masse plus de plastique que de biodiversité sur la planète. Nous vivons, nous croulons sous le plastique. Et pour pouvoir y répondre, il faut une action qui vise d'abord à réduire la production, à mieux consommer le plastique de manière plus durable, on va en parler en intégrant l'éco-conception, et il faut une action en amont
non pas en aval, mais en amont pour pouvoir couper ce robinet de ces 18 tonnes de plastique qui se déversent aujourd'hui dans l'océan, demain de ces 290 tonnes qui pourraient se déverser chaque minute dans la nature. Et pour couper ce robinet, il faut une action en amont pour réduire cette pollution avec un triptyque qui inclut à la fois les pouvoirs publics, les entreprises et puis la société civile, parce que la mobilisation de tous à l'échelle de chacun est indispensable. Et encore une fois, j'insiste, il est possible d'agir. Et quand on agit, nous voyons très vite les répercussions et l'impact parfois qui nous impressionne de nos actions dans la nature. Mais c'est aujourd'hui, parce que nous savons, nous connaissons aujourd'hui les conséquences de l'inaction. Et elles sont naturellement dramatiques. Il est encore temps d'agir. Demain, il sera beaucoup trop tard. Et cette pollution, quoi qu'il arrive, eh bien, elle sera présente dans l'océan, elle a les répercussions sur la biodiversité, sur la santé, sur l'équilibre de l'ensemble de la planète que nous connaissons. Encore une fois, nous pouvons agir, nous pouvons nous doter des moyens efficaces pour pouvoir endiguer ce robinet de cette pollution. Et il n'y a pas de petite action, il n'y a pas de petits gestes, et nous en parlons dans un instant. Merci Alexandre, ça fait une parfaite transition. Je vous propose qu'on passe à la troisième partie dans laquelle on va explorer les bonnes pratiques et initiatives inspirantes qui vont vous permettre d'intégrer ces enjeux dans un cadre professionnel et collectif. Je vais commencer par, je vais faire un focus sur la mobilisation des collaborateurs en vous présentant ce qu'on fait avec Ma Petite Planète, parce que pour qu'une organisation change, elle doit aussi embarquer ses salariés. Et ce qu'on veut faire chez Ma Petite Planète, c'est de remettre le collectif au centre, parce qu'on est assez convaincu que les entreprises sont des sommes d'individus qui peuvent faire bouger les choses et que dirigeants et salariés peuvent influencer le modèle de l'entreprise. Alors, je parle d'entreprise, c'est aussi au niveau des collectivités et aussi du grand public. Chez Ma Petite Planète, notre mission, c'est de passer du triangle de l'inaction au cercle vertueux de la mobilisation. Donc, le triangle de l'inaction, c'est le fait que des individus, des entreprises, l'État ne passe pas nécessairement à l'action ou en tout cas pas suffisamment au regard de l'urgence climatique écologique, car chaque acteur du triangle ne se sent pas suffisamment responsable pour agir et trouve donc une bonne raison pour ne pas agir et reste dans l'inaction. Donc, par exemple, les entreprises vont se dire que c'est la responsabilité du gouvernement ou des citoyens et ça va être la même chose pour chacun des trois acteurs à chaque sommet du triangle. Et donc, on arrive dans une situation où on est bloqué, dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Et nous, ce qu'on veut faire chez Ma Petite Planète, c'est de remettre vraiment le collectif au centre. Et c'est de cette manière qu'on arrivera à changer les choses de façon plus structurante et à atteindre le fameux point de bascule aussi au niveau de la société. Donc, si on atteint une masse critique de 10% d'acteurs qui seront convaincus qu'il faut changer, bouger les lignes, on arrivera à entraîner la majorité. Donc, pour remettre le collectif au cœur de l'action et mobiliser de façon vertueuse tous ces acteurs, on a créé un challenge autour de défis écologiques à réaliser pendant 3 semaines en équipe, avec des défis faciles, plus difficiles, comme organiser un ramassage de déchets, un ramassage de mégots. Il faut savoir que ça pollue 500 litres d'eau. 500, c'est ça. Et il y a des défis plus faciles, plus compliqués, des défis à la fois individuels et aussi collectifs que vous allez pouvoir faire au sein de votre organisation, qui vont mobiliser les équipes, où l'idée, c'est vraiment de les amener, par exemple, à réfléchir sur leur métier, comment repenser leur activité à travers des défis qui vont être pédagogiques et où l'objectif de chaque équipe, c'est de gagner le challenge. Pour ça, donc, il faut valider un maximum de défis. Ce sont des équipes qui vont être composées de 6 à 20 personnes et vous allez pouvoir créer autant d'équipes que vous le souhaitez en fonction de votre taille de structure. Les défis, ils sont sur une application sur laquelle vous pouvez sourcer, expliquer pour vous faire monter en compétences, au mieux et au maximum les participants et participantes, faire en sorte qu'ils sachent pourquoi ils agissent sur telle ou telle action proposée. Et donc, on a voulu faire une action collective parce que c'est un challenge qui se joue en équipe et aussi parce que ça va rassembler des milliers de personnes simultanément de toute entreprise, de tout secteur, quel que soit leur lieu géographique. C'est vraiment une mobilisation qui va nous permettre d'avancer dans le bon sens et on essaie de le faire de façon positive, pédagogique. On sait que ce sont des sujets qui ne sont pas évidents à traiter et on essaye donc d'avoir cette approche-là, de faire en sorte que les défis soient le plus ludiques possible. Puisque donc le format, c'est un jeu, mais on aborde des sujets qui sont assez sérieux et donc c'est pour ça aussi qu'on s'appuie notamment
sur l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et sur plein de partenaires scientifiques pour avancer sur ces enjeux et faire en sorte de répondre notamment aux objectifs de développement durable. Et l'objectif pour nous, donc, c'est de faire monter en compétence les équipes, de faire en sorte d'identifier, de vous permettre d'identifier des personnes qui ont envie de s'impliquer davantage sur ces sujets pour faire avancer les politiques, les démarches RSE, RSO au sens plus large au sein de vos organisations, faire en sorte aussi de les talents, mais aussi de créer du lien autour de ces thématiques au sein de vos organisations. Donc voilà, dans les très grandes lignes du côté de ma petite planète, je vous montre le bilan d'impact de l'édition d'automne 2024. Il y a une centaine d'organisations qui ont été mobilisées. Il y a eu 1 million de mégots collectés pendant les 3 semaines du challenge. Donc ça représente environ 200 piscines olympiques qui n'ont pas été polluées. Il y a eu 3000 semaines végétariennes réalisées, donc soit l'équivalent de 7 tonnes de CO2 équivalent évité et 8 millions de litres d'eau économisés. Donc ça montre qu'on a une responsabilité individuelle, mais aussi collective. Et on voit très rapidement les effets et l'impact que peuvent avoir des personnes qui se mettent en mouvement collectivement. À côté, à droite, vous voyez aussi l'impact global sur les émissions carbone et sur les quantités d'eau et le temps que les équipes passent à se former sur le sujet lors de la dernière édition avec l'ensemble des défis qui ont été validés. Donc ça, c'est aussi le bilan rapidement, l'impact qu'on a depuis l'existence de Ma Petite Planète. Ça fait 5 ans maintenant. Je vous partage d'autres exemples d'actions à mettre en place dans vos organisations sur cette slide. Donc rapidement, en plus de la sensibilisation, vous allez pouvoir installer pour la gestion de l'eau des réducteurs de débit sur les robinets, remplacer des bouteilles plastiques par des fontaines à eau et des gourdes réutilisables, adopter des pratiques d'entretien éco-responsables. De toute façon, donc, je vous donnerai les slides si vous voulez consulter la suite. Je voulais vous partager un autre exemple concret de politique de gestion de l'eau et des déchets d'un client et partenaire, Happy Restauration, qui est un acteur français de la restauration collective. Ils ont déjà participé 3 fois au Challenge Ma Petite Planète et ils vont participer de nouveau en mai prochain. Et je voulais vous montrer, donc, en plus de la sensibilisation aux enjeux liés à la transition écologique qu'ils proposent à leurs salariés, à l'ensemble des salariés en participant au Challenge Ma Petite Planète. Quand on regarde, donc ça, vous pouvez consulter les données dans leur DPEF, c'est totalement public. Dans leur politique de gestion de l'eau, les salariés en cuisine sont sensibilisés et formés aux bonnes pratiques. Chaque nouvelle recrue doit visionner une vidéo. Il y a des stickers de type nudge qui viennent compléter pour influencer les comportements de manière discrète et incitative. Des stickers qui vont être mis au niveau des points d'eau, des interrupteurs d'électricité et de gaz. Ils ont déployé des produits de lessive écolabellisés aussi pour leur cuisine. Pour la politique de gestion des déchets, je fais juste un zoom rapide sur la réduction des emballages et du plastique à usage unique. Donc pour les restaurants avec des cuisines sur place, par exemple, ils vont promouvoir des bonnes pratiques pour réduire les emballages, mettre en place le tri réglementaire, privilégier des alternatives réutilisables aussi. Pour les cuisines centrales, l'objectif, c'est de supprimer progressivement les barquettes en plastique pour la livraison de leurs repas, pour les remplacer par des bacs gastronomes en inox. Et pour l'ensemble des restaurants scolaires, ils ont supprimé les bouteilles d'eau plate en plastique, conformément aux exigences de la loi Egalim. Donc, ça fait une parfaite transition avec l'intervention d'Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire quel levier d'action prioritaire de manière plus globale tu vois pour la réduction, pour réduire l'impact de la pollution plastique ? Oui, merci Hélène. Comme je disais, c'est un triptyque. Il faut être sur tous les fronts, les pouvoirs publics, la société civile et les entreprises. Nous, la Fondation de la Mer, nous avons publié un rapport sur la pollution par les plastiques où nous formulons de nombreuses recommandations. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande discussion à l'échelle internationale aujourd'hui pour parvenir, nous l'appelons de nos voeux, à un traité international contraignant contre la pollution par les plastiques auquel nous contribuons aussi au niveau de l'ONU. Il faut agir sur tous les fronts. Il faut agir au niveau législatif et il faut réduire significativement la pollution par les plastiques. Il y a la loi AGEC qui a 3 objectifs: réduire, réemployer, recycler. Et donc, il faut mettre en œuvre, effectivement, à l'échelle de la France, cette loi AGEC qui présente déjà de très nombreux avantages. La loi AGEC, elle a notamment permis de réduire significativement l'usage des plastiques à usage unique, mais il faut aller au-delà. Avant l'interdiction
des sacs plastiques, par exemple, à usage unique dans le cadre de la loi AGEC, des sacs plastiques classiques. On consommait 17 milliards de plastique à usage unique. Aujourd'hui, c'est 8 milliards, c'est 2 fois moins, mais c'est encore évidemment beaucoup trop. Toujours au niveau législatif, il faut étendre les interdictions aux emballages qui ne sont pas indispensables pour des raisons sanitaires. Évidemment, pour des raisons sanitaires, il y a des moments et des cas de figure où il est indispensable d'avoir des plastiques à usage unique. Évidemment, c'est parfois un matériau qu'on ne peut absolument pas substituer. Mais c'est un tiers du plastique produit dans le monde, hein. Et donc, il faut aller au-delà. Comment? Exemple, en France, les fruits et les légumes, ils ne doivent pas être recouverts d'emballage plastique, sauf s'ils sont vendus par lot. Et il y a 29 fruits et légumes qui ont un risque de détérioration, en tout cas qui ont été identifiés comme tels, qui eux peuvent être emballés dans du plastique. Et parmi ces produits, on trouve par exemple des champignons, des pommes de terre ou des carottes pour lesquels le risque de détérioration il est faible, voire complètement nul. Il faut étendre cette interdiction des plastiques à usage unique, aller plus loin dans l'application de la loi AGEC et les ambitions qui sont portées à l'échelle nationale. Il y a des législations aujourd'hui qui sont votés, il faut les appliquer. En France, il faut renforcer l'application des dispositions du code pénal, du code de l'environnement. Il faut qu'on puisse sanctionner effectivement le jet, l'abandon de déchets dans le domaine public. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas le cas. Et pour ça, il faut assurer la promotion du dispositif pénal, le renforcer, car aujourd'hui, il n'est pas suffisamment dissuasif. Donc, il faut aussi des moyens qui sont des moyens, admettons-le, coercitifs. Et puis, il faut mettre en place des systèmes en vue de la réutilisation partout, pour tous les produits contenant du plastique, pour développer la consigne partout où elle peut être organisée. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Belgique, où la consigne est devenue souvent la norme. Ça, c'est au niveau législatif. Au niveau de la société civile, c'est simple. Tout le monde peut agir. On peut agir en consommant moins de plastique dès que c'est possible. On peut évidemment acheter en vrac, on peut favoriser le réemploi, on peut consommer en moins de plastique, on peut le consommer de manière plus durable. On peut favoriser achat et production plus locale, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de moins de transport, donc moins d'emballage pour tous les produits. Et puis, on peut agir en soutenant des associations locales qui agissent au quotidien, on en parlera dans un instant avec les actions de la Fondation de la Mer, pour pouvoir sensibiliser et agir très concrètement contre la pollution par les plastiques. Et au niveau des entreprises productrices de plastique, là, c'est simple. Il faut d'abord allonger la durée de vie des plastiques. C'est les 81% dont je parlais tout à l'heure, qui sont des plastiques qui ont une durée de vie inférieure à 1 an. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'obsolescence programmée. Donc, il faut augmenter la résistance des plastiques pour diminuer leur dégradation, notamment en microplastiques. Essentiel. Il faut encourager la recherche, il faut encourager le développement pour créer une forme de plastique qui soit véritablement recyclable. Et ça, c'est la solution pour pouvoir, dans ce mix de notre consommation, agir plus durablement avec du plastique qui puisse être durablement et véritablement recyclable. Et puis au niveau des entreprises qui, elles, utilisent du plastique, il y a 2 mots-clés: réduction de la consommation et information. Et je dis information parce que de temps en temps, on a de fausses bonnes solutions qui sont présentées, qui nous sont présentées. Je pense notamment, je vous parlais tout à l'heure, aux plastiques qui sont dits biodégradables ou compostables. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des solutions dont on sait qu'elles ne sont pas viables, pas durables, pas désirables. Le plastique biodégradable, comme je le disais tout à l'heure, une particule de plastique, elle va toujours, même quand elle va se dégrader, elle va rester du plastique. Et donc, ces plastiques dits biodégradables, ils ne font dans une certaine mesure qu'accélérer ce problème de cette détérioration du plastique en nanoplastique. En principe, ces termes ils sont interdits par la loi AGEC parce qu'ils peuvent être mal interprétés par le consommateur, notamment s'agissant du compostable, qui est en définitive le plastique compostable. Il est compostable dans un cas de figure très précis, industriel. On ne peut absolument pas naturellement jeter ses sachets en plastique dans son compost personnel. Et il faut sensibiliser le plus grand nombre, les consommateurs, mais aussi les entreprises, pour qu'elles puissent consommer moins, mais aussi consommer mieux.
les matériaux biosourcés, ils ne sont pas intégrés aux filières de recyclage aujourd'hui, par exemple. Et donc, on peut croire qu'on fait une bonne action en se fournissant en matériaux biosourcés, mais il faut aller plus loin et il faut comprendre qu'en définitive, dans ce mix global, ce n'est pas nécessairement une solution. Il faut évidemment optimiser le poids des emballages, supprimer tous les emballages superflus, développer et privilégier les formats solides, concentrés, qui permettent de réduire au maximum les emballages. Les entreprises ont un rôle clé à jouer pour pouvoir réduire leur consommation, mais aussi pour pouvoir mieux s'informer et mieux informer, et du coup consommer de manière véritablement plus durable, en intégrant l'éco-conception, en refusant les fausses bonnes idées qui leur sont proposées, et j'en citais un certain nombre. La Fondation de la Mer, dans ce contexte, en plus de son travail de lobbying que j'évoquais, à l'échelle internationale, au niveau de l'ONU, à l'échelle française, où nous sommes au CESE et nous participons à des avis pour pouvoir mobiliser la société civile, pour pouvoir influer sur la législation, elle développe des programmes qui permettent d'agir très concrètement. Si nous sommes une entreprise, si nous sommes des citoyens, l'un de ces programmes, Un geste pour la mer, c'est un peu le World Cleanup Day tous les jours, d'une certaine manière. C'est un programme qui permet d'organiser ou de participer à des collectes de déchets partout sur les territoires, tous les jours de l'année. Et évidemment, c'est avant tout des opérations de sensibilisation, sensibilisation des citoyens, des scolaires, des collaborateurs des entreprises. Nous avons un programme clé en main qui permet à chacun de pouvoir organiser, co-organiser avec la Fondation de la Mer, ou tout simplement rejoindre des initiatives existantes absolument partout sur le territoire. C'est une opération merveilleuse, on n'en sort jamais indemne, et ça permet factuellement de nettoyer la nature, puisque tout déchet, lorsqu'il est jeté dans la nature, invariablement, d'une manière ou d'une autre, il risque de finir au fond de l'océan. On a un autre programme qui est un programme d'upcycling. Une fois qu'on a collecté ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut faire pour que les déchets plastiques deviennent de nouvelles ressources? Bien là, on a un programme qui mobilise des milliers et des milliers de personnes avec 35 associations dont l'objectif, c'est à l'échelle très locale de créer des filières de l'upcycling, autrement appelé recyclage valorisant, et qui permet véritablement de faire de tous ces déchets, que ce soit des déchets plastiques collectés dans la nature ou des déchets plastiques marins, de nouveaux objets. Et il y a des artistes, des créateurs, une économie locale qui se met en place pour pouvoir proposer du mobilier, pour pouvoir proposer de nouveaux objets, pour pouvoir proposer toutes sortes de seconde vie à ces déchets plastiques avec ce programme d'upcycling que nous menons en partenariat avec un fonds de dotation qui est le fonds de dotation Cresc for Ocean. Et nous avons un programme qui permet aussi de mobiliser les pêcheurs, les marins pêcheurs, qui souffrent naturellement d'une image qui est parfois déplorable, qui, pour certains, ont véritablement envie d'agir et qui, reconnaissons-le, dans le cadre de leur pêche passive, collectent des déchets. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ils remontent des déchets dans leur filet. On va pas se mentir, la plupart du temps, auparavant, ces déchets, ils finissaient par-dessus bord. Nous, on a créé un programme très ambitieux qui permet aux pêcheurs de devenir des acteurs de la protection de l'océan et de la lutte contre ces déchets. Comment? Tout simplement, on met en place pour eux un programme qui permet pour eux de maintenir ces déchets à bord en neutralisant le coût que ça peut représenter pour eux, à quai de pouvoir débarquer ces déchets dans des bennes spécialement identifiés et mis en place par la Fondation de la Mer, dédiés aux déchets marins, qui sont des déchets qui vont se recycler d'une manière particulière. Ils ont été particulièrement abîmés par les UV, par le sel, et renvoyer ces déchets vers la bonne filière de recyclage pour qu'ils puissent trouver une seconde vie. Aujourd'hui, il y a plus de 10 ports qui sont partenaires en France. Ce sont des centaines et des centaines de pêcheurs qui participent à cette action avec la Fondation de la Mer et qui deviennent à leur échelle des acteurs de la protection de l'océan. Donc la Fondation de la Mer, elle est sur tous les fronts.
au niveau du lobbying, très en amont, pour pouvoir faire en sorte que la législation puisse être renforcée. Au niveau du lobbying, pour nous assurer que par tout moyen, la législation puisse être respectée, mise en œuvre, y compris quand il le faut, en prenant des moyens qui sont plus coercitifs. Et puis, elle propose à chacun des outils pour comprendre, et puis des outils pour agir, que nous soyons entreprises ou citoyens. Tout cela, vous le retrouvez naturellement sur le site de la Fondation La Mer. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter parce que nous vous proposons des actions et des informations qui collent à l'actualité des entreprises, à l'actualité des citoyens. Et dans cette séquence qu'évoquait Hélène en introduction de l'année de la mer en France et de la conférence des Nations Unies qui se tiendra à Nice en juin prochain, les actions sont nombreuses et nos occasions, nos moyens de pouvoir nous engager et agir le sont tout autant. Merci beaucoup Alexandre. J'en profite parce que j'ai oublié de le mentionner juste avant qu'on a notre prochaine édition de la Petite Planète du 26 mai au 16 juin qui est spéciale sur l'océan, avec des défis dédiés, tout ce qu'on vient de voir pour permettre d'embarquer un maximum de personnes, vos salariés, vos collaborateurs sur ces enjeux-là. On vous enverra les informations si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et pour finir, je vais demander à Florian de nous donner en 4-5 minutes top chrono avant de laisser 5 minutes de questions-réponses, les bonnes pratiques, selon toi, pour une gestion durable de l'eau. Ouais, alors moi je vais reprendre le terme de mix de solutions qu'avait évoqué Alexandre, mais là plus un mix de solutions donc liées à la ressource en eau, mais qui vont être à destination soit des collectivités qui gèrent ce petit cycle de l'eau, soit des opérateurs, des activités, quelles qu'elles soient, agricoles, industrielles, et qui font un usage de l'eau. Le maître mot là-dedans, c'est parfaitement avoir une parfaite maîtrise des enjeux, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Là, je vais essentiellement parler du quantitatif, mais de savoir dans quel contexte l'activité se déroule. Je prends un exemple, un agriculteur a besoin d'eau pour se projeter, pour faire ses semences, pour changer de culture, faire ses choix de culture, etc. Un industriel, pareil, a besoin de savoir dans quel contexte il va opérer avant de faire des investissements, savoir si il s'installe sur un territoire où il risque d'avoir des conflits d'usage avec d'autres usagers, voire même des limites liées à la biodiversité, etc. Donc, un premier point, une première solution que l'on met en avant, c'est ce qu'on appelle l'hydrovigilance et savoir dans quel contexte et dans quel cadre on est capable de prédire l'état des ressources en eau à différents horizons de temps. Alors, ça peut être du très court terme, de se dire quel va être l'état des ressources en eau la semaine prochaine, on regarde la météo. Ça peut être aussi, et très intéressant, à moyen terme, à l'échelle de plusieurs mois. En gros, je suis en sortie d'hiver, les nappes phréatiques sont plus ou moins remplies. Comment est-ce que je vais passer l'été, si je suis un agriculteur, ou si je suis un industriel, ou si je suis un opérateur touristique qui opère sur une zone touristique qui a besoin d'eau? Est-ce que je vais être sous tension ou pas? Et cette projection, elle peut également se faire à long terme ou très long terme en intégrant les scénarios du GIEC. Donc tout ça avec des solutions basées sur l'IA, avec des algorithmes avancés qui permettent justement de projeter l'état aussi bien quantitatif que qualitatif. On est capable d'orienter les décisions, soit opérationnelles, soit d'investissement. C'est un premier exemple, l'hydrovigilance. Autre exemple, la réutilisation des eaux usées traitées. Alors là-dessus, la France est très, très en retard par rapport à d'autres pays, notamment par rapport à ses voisins, à l'Espagne, l'Italie ou d'autres dans le monde, au Moyen-Orient ou à Singapour. Le cadre maintenant, depuis 1 an et quelques, est vraiment très cadré. On sait ce qu'on peut pas faire et ce qu'on peut faire. Il y a un certain nombre d'usages qui sont autorisés pour réutiliser les eaux usées traitées. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à donner une seconde vie à l'eau qu'on a utilisée une fois. En gros, on prélève l'eau, on la déloge, comme je le disais en introduction, on l'utilise, on la traite, mais au lieu de la renvoyer à la rivière pour qu'elle finisse dans la mer, on va lui donner un deuxième cycle, voire un troisième. Et théoriquement, c'est infini, mais dès lors qu'on donne un cycle, on réduit par 2 l'usage, les prélèvements qu'on va faire de l'eau, et du coup, on va laisser plus d'eau disponible
pour les autres usages. Donc ça aussi, c'est quelque chose maintenant de très cadré qui se fait. Le marché commence à se développer en France, mais on est encore très en retard par rapport à nos voisins, parce qu'on était jusqu'à présent, il faut se le dire, pas le couteau sous la gorge en termes de ressources. Je parlais avant de dessalement avec les deux problématiques majeures qui étaient l'empreinte carbone et le rejet des saumures. Nous, chez Suez, avons la conviction que le dessalement n'est pas une solution, n'est pas la panacée. En revanche, dans certains cas de figure, ça peut répondre à certains enjeux et venir s'imbriquer comme une solution parmi un panel d'autres que peuvent être la réduction, la sobriété nécessaire des usages, et l'éventuel stockage de l'eau, la réparation de fuites, etc. Et il faut se dire qu'en France, avec une énergie décarbonée ou avec le recours aux énergies renouvelables, on est capable de réduire fortement l'impact de ce dessalement. Et on est aussi capable de maîtriser l'impact des rejets sur la biologie marine dès lors qu'un certain nombre de précautions et de surveillance sont prises. Au final, quand on rejette des saumures, le sel qu'on rejette, il était déjà contenu dans l'eau de mer. Donc, si tant est qu'on arrive à piéger les apports, les intrants chimiques et qu'on arrive à disperser les saumures de manière intelligente et sans impact sur la biologie marine, on est capable de faire des choses beaucoup plus propres qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, la conviction, c'est que ça peut s'intégrer, alors toujours est-il, et que ce soit cohérent avec un développement économique ou un développement d'activité durable et qui respecte l'enjeu de la ressource en eau sur le territoire. Encore une fois, on ne verse pas dans le technosolutionnisme. Et dernier point, lié à la mer, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la mer, elle a aussi actuellement tendance à élever son niveau. Alors, de par la fonte des glaces dans les montagnes et sur les calottes glaciaires, mais aussi de par la dilatation de l'océan, à un rythme qui est quand même relativement élevé. On parle de 3 mm par an, ce qui fait 3 cm tous les 10 ans. Et cet impact de l'élévation du niveau de la mer, sur l'aspect en eau, il est très impactant sur les nappes d'eau côtières, dans la mesure où plus l'eau de mer, plus le niveau de l'eau de mer augmente, plus l'eau de mer va tendance à s'infiltrer dans les nappes phréatiques côtières et à augmenter la salinité de ces nappes, à tel point que dans certains cas de figure, en France, ces nappes deviennent inutilisables à la fois pour la consommation d'eau potable, mais à la fois pour les agriculteurs. Et donc, ça, c'est une réalité à laquelle il faut qu'on fasse face et sur laquelle on peut proposer des solutions pour créer des barrières, par exemple hydrauliques, en rechargeant de manière maîtrisée les aquifères avec de l'eau de rivière lorsqu'elle est importante. Par exemple, en hiver, lorsque les débits des rivières sont importants, on peut réalimenter les nappes de façon à créer des barrières hydrauliques et à éviter cette intrusion de ce qu'on appelle le biseau salé. Et on a un très bel exemple du côté de Hyères, à côté de Toulon, où on a reconquis une nappe phréatique dont le degré de salinité commençait à s'élever de plus en plus, au moyen de l'eau lorsqu'elle était disponible sur le Gapo, à rivière qui coule à proximité, et de façon à réinfiltrer cette eau en hiver pour créer cette barrière hydraulique. Bon, voilà, quatre exemples assez éclectiques qui s'adressent, là pour le coup, soit des acteurs économiques, soit des collectivités. Merci beaucoup Florian, merci à tous les deux pour vos interventions. J'espère que vous avez mieux compris les enjeux fondamentaux et surtout que vous avez pu identifier des solutions concrètes pour agir à votre échelle. Je vois que le temps est pratiquement passé, donc je propose de passer aux questions-réponses. Et pour les prochaines étapes, on va vous envoyer un mail récapitulatif avec un ensemble de ressources. Vous pouvez aussi également nous faire part de vos retours via le questionnaire de satisfaction pour qu'on améliore nos prochains événements. Donc, on va vous le transmettre dans le chat. Ok, merci. Donc, c'est déjà transmis. On vous invite à le compléter et je vous laisse la parole pour les personnes qui auraient des questions à poser aux différents intervenants. Vous pouvez ouvrir vos micros et les poser du coup dans le chat. Il y a une question là. Sur le slide 7 pour Florian. Alors, la slide 7, je reviens. Hop.
Il y avait une question pour Florian. Alors, je ne sais pas si la personne est encore là. C'était... La question, c'est... Est-ce que cette carte, ce sont des estimations? Si oui, sur quelle période? Alors, oui, c'est vrai que je suis passé un peu rapidement. Alors, c'est des projections issues de l'étude Explore 2, donc qui a été réalisée par l'OIO et l'INRAE. Ce sont les projections fin de siècle dans un certain scénario, qui en l'occurrence le scénario SSP 8, RCP 8,5, qui en gros retrace l'état climatique et l'impact sur l'évolution de l'état des ressources en eau dans le cas où on ne tiendrait pas la neutralité, enfin l'objectif 2050 de neutralité carbone. Donc c'est l'objectif, enfin c'est la projection fin de siècle dans un cas défavorable. Sachant que l'étude qui a été menée détaille l'ensemble des scénarios du GIEC, l'intègre comme donnée d'entrée dans ses projections hydroclimatiques, et après est assortie, bien sûr, d'incertitudes fortes liées au modèle, liées à des données, à des conclusions des fois qui peuvent être antinomiques, et liées aussi, surtout, à l'absence de connaissance du scénario qui va être retenu et de la trajectoire que l'humanité va poursuivre. Merci Florian. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui seraient connectées, si vous voulez ouvrir votre micro ou les écrire dans le chat? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie à tous pour votre présence. Et on reste en contact si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos contacts à la fin des diapositives si jamais vous souhaitez contacter l'un d'entre nous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir à tout le monde. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Et voilà. Désolée, à la fin, c'était un petit peu... Je vais arrêter l'enregistrement. OK.